Alors, David Béliard, on est un peu chez vous ici à l'Hôtel de Ville. Vous êtes l'adjoint au maire de Paris au transport. Est-ce que vous voulez d'abord commencer peut-être par réagir aux propos liminaires du professeur Flonneau? Alors d'abord, merci pour cette invitation. Alors je ne suis pas chez moi, vous êtes tous chez vous, toutes et tous chez vous dans ce magnifique bâtiment. Bon, plusieurs choses dans ce que vous avez dit, et notamment sur la lecture qu'on peut faire de cette période qui est effectivement une période de crise. Moi, je retiendrai comme expression que vous avez utilisée, c'est le choc de démobilité. Sans, je crois pas trahir votre expression, mais crise de démobilité. Crise de démobilité. En effet, la crise sanitaire, le premier confinement notamment, a marqué un coup d'arrêt puisque nous étions assignés à résidence et que tout à coup, la question de la démobilité, du télétravail, du fait de réorganiser notamment les process de travail sans pouvoir bouger, pour une partie en tout cas de la population, pas toute, hein, je vais y revenir, mais en tout cas à poser dans le débat public, en haut de l'agenda, cette question de la démobilité. Et je pense que c'est un des éléments les plus frappants des derniers mois. La deuxième chose, c'est évidemment la question de l'accentuation d'un certain nombre de tendances qu'on observe depuis déjà plusieurs années. Ce qui est le plus frappant, le plus symbolique peut-être, et ce qu'on a vu en tout cas de manière très forte dans les médias, c'est la question du vélo, l'appropriation du vélo, puisque c'est posé à un certain nombre de collectivités, Paris, mais d'autres métropoles et villes ont fait exactement la même chose. C'est posé la question de la mobilité pour celles et ceux qui ne pouvaient pas rester chez eux et qui devaient assurer un travail qui nécessitait leur transport. Et évidemment, la question des transports en commun, la nécessité absolue de désaturer ces transports pour permettre d'assurer des flux dans de bonnes conditions sanitaires, avec la bonne distanciation sociale, nous a finalement incité à accélérer la politique que nous avions déjà menée de manière très forte et très volontariste à Paris depuis déjà plusieurs années, qui est de créer de nouvelles infrastructures cyclables et de permettre l'usage du vélo comme alternative au transport en commun, puisque l'usage du vélo, c'est d'abord une alternative pour celles et ceux qui utilisaient ou qui utilisent les transports en commun. Donc on voit bien qu'il y a eu là une sorte de coup de booster, d'une certaine manière, d'une tendance qu'on voyait, parce que en fait, l'usage du vélo avait tendance quand même à se développer de manière très forte. Il y a eu les grèves, maintenant cette crise sanitaire qui fait que cette pratique s'est installée durablement, et je le précise, peut-être pour en premier propos et pour ne pas monopoliser la parole, bien entendu, elle s'est installée dans un territoire qui est un territoire très spécifique, dense, qui ne peut pas être celui qu'on peut observer sur des territoires, par exemple, ruraux. La pratique du vélo, évidemment, est adaptée, notamment dans une ville comme Paris, qui est une petite ville extrêmement dense, qui est plutôt plate et qui est parfaitement adaptée à la pratique du vélo. À peu près les 3/4 des mobilités à Paris font moins de 6 km. On va en reparler. Je voudrais donner la parole à Monsieur Delafosse que je vois sur mon écran. Bonjour Monsieur Delafosse. Vous aussi, hein, vous avez fait campagne sur les questions de mobilité. Vous avez dans votre programme la gratuité des transports en commun à Montpellier. Qu'est-ce que le confinement a changé dans votre approche de la mobilité cette année? Ah, je vous entends pas. Subi. D'ailleurs, il m'empêche d'être avec vous physiquement, puisque Montpellier, qui d'habitude est connecté à Paris avec 12 TGV, n'a que 1 TGV qui fait l'aller-retour. Le confinement, il impacte les finances de par la baisse de recettes du réseau de transport d'une part, et la baisse, puisque l'activité économique a diminué, du versement mobilité d'autre part. Le confinement, bouleversé un usage, et je crois que c'est une bonne nouvelle, le développement du télétravail, qui va sans doute être un des changements de paradigme que nous allons avoir à apprécier pour l'ensemble de nos territoires. Après, moi, je le dis, comment vous le dire? Il y a un moment, tout ça, ce sera fini. Et les gens vont vouloir continuer à se déplacer.
Parce que la mobilité, fondamentalement, c'est un droit. D'ailleurs, on a tout intérêt à ce que les uns et les autres, on se déplace pour se rencontrer, pour interagir. Voltaire disait « les voyages forment la jeunesse ». Quand on ne peut plus se déplacer ou quand se déplacer coûte trop cher, en 2018, la crise dite des Gilets jaunes a été une crise liée à la mobilité. La hausse du prix de l'essence pour une bonne raison, une taxe supplémentaire sur le diesel, mais il y a eu une inacceptabilité sociale. Et donc la vraie question, c'est plutôt comment est-ce qu'on accompagne les différentes mobilités, crise ou pas crise d'ailleurs. Il faut prendre en compte les enseignements de la crise, mais demain, au travail. Au travail, je rejoins ce qu'a dit David Béliard, pour donner plus de place au vélo. Alors, Montpellier, comme son nom l'indique, est une ville où c'est pas toujours simple de faire du vélo, mais 300 jours de soleil par an, et avec la révolution du VAE, on peut le développer. Et quel est l'enjeu autour du vélo? C'est un enjeu de sécurité. On a pensé dans nos villes, depuis Pompidou, enfin en gros depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la sécurité des automobilistes. Légitime, tant ça a tué. Mais il faut maintenant mettre en sécurité les cyclistes, et plus on les met en sécurité, ce que Paris a montré dès 2001, plus ils peuvent utiliser le vélo, plus la confiance est là. Et là, j'aurais une nuance avec le propos de David Béliard, plus des automobilistes laissent leur voiture chez eux pour prendre le vélo. D'autre part, moi j'ai une conviction, et c'est ce que nous avons défendu dans notre campagne électorale, et nous ne changerons pas, crise ou pas crise. C'est que les transports collectifs, les transports en commun, nous défendons leur gratuité. Pourquoi nous défendons leur gratuité? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, pour les gens, c'est un coût la mobilité, soumis à la variation du coût du prix de l'essence. Donc le transport collectif gratuit permet à des ménages de faire des économies. Et puis la mobilité vertueuse du point de vue de la qualité de l'air ou des émissions de CO2, bien moi je considère qu'elle doit être gratuite parce qu'elle doit être la nouvelle norme. On ne se pose pas la question de remettre en cause la gratuité des routes. D'ailleurs, on sait qu'il n'y aurait pas d'acceptabilité sociale, et d'ailleurs personne ne le propose dans ses programmes électoraux. Mais moi je considère, et nous avons considéré dans la campagne électorale à Montpellier, que la gratuité des transports était un levier de transformation. Pas le seul. Place au vélo, construction de tramways, bus à haut niveau de service. Donc bref, à votre question, la crise va-t-elle changer ou pas le rapport aux mobilités? Moi, je pense qu'au lendemain de la crise, il faut continuer à accroître les éventails d'offres de mobilité comme alternative à l'automobile. Ce sera ça le grand enjeu. Ce sera ça le grand enjeu. Et plus nous favoriserons la mobilité, plus nous faisons société, plus les gens pourront bouger, plus nous ferons société. Donc la mobilité, il faut la considérer comme un droit. Merci. Je continue mon tour de table. Éric Charéron, vous êtes directeur de la prospective chez Keolis. Alors, chez Keolis, vous avez un observatoire de la mobilité. Quels enseignements ou quelles observations vous avez pu tirer de cette année 2020 assez spéciale et surtout, qu'est-ce que ça apporte dans notre transformation, de notre rapport à la mobilité? Est-ce qu'il y a des tendances déjà qui se confirment ou... Oui, alors il y a quelques tendances. C'est un observatoire qui porte tous les 2 mois sur 4500 personnes. Alors je vais être très franc, 4500 personnes par échantillon online. Donc c'est pas toujours facile d'avoir une représentation totale de la population, mais c'est une problématique qui se pose pratiquement à tous les instituts d'enquête. Donc on combine aussi avec des questionnaires postaux. On en est au 5e depuis le premier confinement, sur 4500 personnes, pour essayer de représenter la pluralité des citoyens, y compris ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole, et pour accompagner et également avec des entretiens sociaux, donc pratiquement 200 ont été menés, pour arriver justement là aussi à avoir cette diversité de situations personnelles et dans une diversité de territoires. Donc, ça. Alors qu'est-ce qu'on apprend? On apprend beaucoup de choses qui ont été dites, c'est-à-dire que sur les modes de vie, on voit bien que ça a remis en cause plein de choses.
se remet en cause, il y a une envie de décélération. Alors, elle est exprimée, décélération, alors ça va trop vite, mais pas trop vite forcément dans ma mobilité. Le digital va trop vite, les transformations vont trop vite. C'est le rapport à soi et aux autres, le recentrage sur la famille, le recentrage sur les gens qui comptent. Donc, retrouver du sens à sa vie, au moins pour une partie des personnes, ça ressort très nettement. C'est aussi un autre rapport à la consommation, à la proximité. C'est-à-dire de se dire qu'à l'occasion du premier confinement, qui a été mieux vécu par une partie des personnes que bien sûr celui qu'on vit plus récemment, ne serait-ce que par l'époque, ça a été l'occasion de redécouvrir son marché. Pour certains, la supérette. Pourquoi aller à l'hypermarché alors que j'ai une supérette à côté de chez moi? Des commerces de proximité, des sentiers de randonnée, etc. Donc le retour aussi, la nécessité de faire un effort physique. Donc là, beaucoup de gens se sont mis par exemple au sport. C'est fascinant de voir que dans l'enquête pour septembre, il y a sur les 45% des gens qui font maintenant du sport à domicile, il y en a la moitié qui n'en faisaient pas avant le premier confinement. C'est-à-dire qu'ils le font en septembre. Et donc le vélo et la marche, alors ça c'est l'autre grande surprise, la marche est bien au-dessus du vélo. C'est-à-dire que la marche elle est tellement naturelle qu'on ne la voit plus. C'est-à-dire que le vélo, effectivement, c'est une révolution. D'ailleurs, David Béliard, comme Michael Delafosse le disait, effectivement, c'est une amplification de ce qui s'est passé. Mais la marche, c'est la plus vieille mobilité du monde. C'est la plus universelle. Donc on finit par plus la voir. Et c'est celle, en fait, qui a le plus été boostée. Et ce qui est intéressant, c'est que juste avant le confinement, quand on demandait sur les listes en matière de priorité d'amélioration, en matière de mobilité, alors plus de parking relais, plus de TC, plus de pistes cyclables, etc., c'est les propositions en faveur de la marche qui arrivent en tête. Parce qu'elle est universelle, globalement. Elle est universelle, elle permet la ville du quart d'heure, et une ville où on marche, c'est une ville qui est apaisée, c'est une ville au rythme des vitrines, c'est une ville de la décélération, du regard, du croisement de regard, si possible, sans les masques, pour voir les sourires, etc. C'est aussi une ville plus sûre, parce que quand on est nombreux à marcher, la ville elle est plus sûre, et c'est une ville qui est plus apaisée. Et donc elle est voilà. Et ça c'est un élément qui nous a paru important. Et elle se combine bien avec les transports publics. C'est-à-dire que la marche et le transport public, comme le vélo, mais encore plus naturellement la marche, ça permet de faire un trajet dans un sens à pied, le retour en transport public. Et ce qui m'a surpris, c'est que les gens ont découvert, dans l'enquête sociale comme dans les enquêtes quanti, que globalement c'est une nouvelle forme de multimodalité dans la journée. Ouais. On y prend du plaisir. C'est-à-dire qu'au départ, je vais le dire franchement, et vous l'avez bien dit, M. Béliard, c'est que beaucoup de gens ont eu un peu peur au départ dans les transports publics pour les problèmes de distanciation sociale. Donc ils se sont dit, là, moi je ne vais pas descendre porte de Bourgogne à Bordeaux, ou je ne vais pas changer place Bellecour à Lyon, j'ai une station avant, où il n'y a pas trop de monde, et je vais finir à pied. Et au final, ils se sont rendus compte, une partie d'entre eux, que ce n'est pas si désagréable que ça. Et donc là, on a peut-être l'émergence, effectivement, de nouvelles pratiques qui combinent des modes, et là on va vraiment vers une mobilité vertueuse, parce que c'est en combinant ces modes qu'on arrive effectivement à éviter l'autosolisme, un peu voilà, éviter une forme d'autosolisme. D'accord, une espèce de rééducation à la mobilité, une mobilité moins de consommation, une mobilité plus raisonnée, plus... Et puis moins par créneau, c'est-à-dire que, je dois le dire, quelquefois, dans le groupe auquel j'appartiens, il faut que je dise, mais oui, la marche est un allié naturel, comme le vélo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'un contre l'autre, c'est les deux. Je veux dire, quand on marche, après on peut rentrer naturellement dans un bus, dans un tram, dans un métro. Quand on fait du vélo, on peut le garer quelque part. Des fois, il faut courir pour attraper le bus. Pardon, quelquefois, il faut aussi courir pour attraper le bus. En tout cas, c'est cette combinaison-là, harmonieuse, qui pourra permettre de créer une mobilité vertueuse et décarbonée au service d'une ville où il fait bon vivre et inclusive. Alors bien sûr, on ne peut pas lier ensuite, mais ça c'est un autre débat, il y a un désir de changement de cadre de vie, donc ça nous interpelle tous, le changement de cadre de vie qui est le rapport à la nature, le changement de cadre de vie, qui peut être soit un problème d'avoir un jardin, soit quelquefois de vouloir déménager pour habiter dans un lieu de vie plus agréable, puisque les plus citadins, ceux dont ils ont pratiquement le plus souffert, pour une partie d'entre eux en tout cas, c'est le manque à la nature. D'accord. Et donc ce qu'on essaie de voir, alors ça c'est du déclaratif, ce qu'on ne sait absolument pas aujourd'hui, donc on fait des enquêtes tous les 2 mois, c'est de voir de quelle manière ça se solidifie, ça s'intensifie, et éventuellement ça va passer à la pratique demain. Je termine mon tour de table avec Guillaume Crunel du cabinet Deloitte, spécialiste de la mobilité. Lorsqu'on a discuté un petit peu de cette table ronde du sujet, vous avez immédiatement pensé à un concept appelé la conjecture de Zahavi.
Oui, merci déjà. Faut nous expliquer. Oui, je ne vais pas vous faire un cours, mais le principe, en fait, c'est quand on regarde l'évolution je dirais, du rapport à la distance et de la mobilité dans nos pays développés, c'est un concept qui a été développé dans les années 70 et qui trouvait une corrélation entre la distance qu'on fait tous les jours et le temps et le coût. Grosso modo, plus j'ai d'argent et plus je vais loin, plus je vais vite et plus je vais loin. On trouve là directement une conséquence du fait que la vie s'est organisée dans nos sociétés dans les 30 Glorieuses, avec une extension urbaine, le développement de zones périurbaines, permise par justement des modes de transport et une augmentation du niveau de vie. Donc ça, c'est l'équilibre dans lequel on est aujourd'hui, avec un problème de mobilité. Alors on parle beaucoup de ce qui se passe dans la ville, mais la mobilité, c'est d'abord de l'être A et B, c'est-à-dire le trafic pendulaire pour les gens qui, le matin, partent au travail et reviennent le soir. Les problèmes de mobilité, en grande partie, c'est ça. Et ces gens-là ont organisé leur vie, leur économie, leur manière de travailler, de fonctionner, avec des données de budget et des données de temps. Et ce qu'on a remarqué, c'est que finalement, pendant une trentaine d'années, à chaque fois qu'on avait un peu plus d'argent, à chaque fois qu'on pouvait aller plus vite, avoir des moyens de transport qui étaient plus efficaces, des routes plus rapides, finalement, on ne le prenait pas pour gagner du temps, on le prenait pour habiter plus loin. Et donc, ça explique que finalement, quand aujourd'hui, on vient contraindre soit le budget, avec l'augmentation des taxes, des coûts de transport, de tout ce que vous voulez, même les problématiques de logement, ou que vous venez baisser de la vitesse autorisée, vous remettez en cause tout simplement l'équilibre du monde d'avant. Et tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que le choc qu'on prend aujourd'hui, de mon point de vue, est un choc systémique qui est en train de remettre en cause un certain nombre de choses qui marchaient bien avant, qui marchaient, mais on ne sait pas vraiment vers quoi elle nous emmène définitivement. 2020, le confinement, ça a un peu, comment dire, non pas invalidé cette théorie, mais est-ce que ça modifie les paradigmes qui... Je pense que le problème, c'est qu'on peut corréler une distance acceptable à 1 à 2 paramètres. Probablement, il y en a un troisième ou un quatrième qui arrive qui doivent être ajoutés aujourd'hui. La vraie problématique, c'est qu'on ne peut pas aller à l'infini plus loin. On est dans une logique de monde fini avec des limites. Et donc, il faut savoir jouer à la fois entre de l'innovation, des choses qui fonctionnent bien, des véhicules, des vélos. Il n'y a plus de solution définitive. C'est-à-dire que la logique qui était purement temporelle et budgétaire historiquement ne marche plus dans un monde où plus aucune solution de transport ne joue le rôle de couteau suisse qui a joué la voiture pendant une centaine d'années. Mathieu Fleuneau, c'est la fin d'un monde, hein, tout ce qu'on entend sur ce retour à la nature, cette volonté peut-être de se retrouver soi-même et peut-être d'être un peu moins boulimique de mobilité, de ne pas consommer de la mobilité comme si c'était un objet de consommation courante. C'est la fin d'un monde ou pas ? Alors c'est la fin d'un monde, je vous trouve tous très optimistes. C'est-à-dire que lorsqu'on aura un peu de recul, sur cette période, on s'apercevra quand même qu'elle a été destructrice en termes d'équilibres sociaux, en termes d'équilibres économiques. La crise, elle est devant nous, là c'est très clair. En termes d'équilibres géopolitiques mondiaux, c'est-à-dire qu'on le pressent tous, on le lit partout. La montée de l'Asie, c'était déjà une réalité, mais là désormais cela va se sentir. On est quand même devant une rupture effectivement de ce qui avait pu donner notre petit confort occidental, qui a peut-être été trop loin dans la consommation, et vous venez de le dire, notamment de l'objet mobilité ou du bien de consommation mobilité. Mais je ne vois pas que l'on cesse avec le monde de la consommation. C'est-à-dire que les vertus du télétravail, les vertus de la mise à niveau informatique, de l'équilibre digital, me semblent vraiment approuvées. C'est-à-dire la captation de richesses que ce monde sur la jeunesse, je ne constate pas, moi, que les étudiants, les enfants ont plus marché, ont été plus... En revanche, je les ai vus beaucoup plus connectés. Alors, c'est peut-être un effet d'optique, mais voilà. Donc, il y a quand même des éléments là qui ne compensent pas, me semble-t-il, la contrainte, l'effet de contrainte, que l'on peut oublier lorsque l'on est au cœur des centres-villes, mais enfin... Dans le rural, l'effet de contrainte du confinement, il a été très mal perçu. Ouais. Et il n'a fait là que ajouter
à cette frustration que déjà la crise des Gilets jaunes, qui a été évoquée par beaucoup, mais dont le sens profond me semble devoir être remis sur le devant de la scène désormais, voilà, les fins de mois, concilier les fins de mois et la fin du monde, ou les fins du monde, parce que quelle est la finalité de cet ensemble des mobilités? Bien évidemment, la contrainte écologique, environnementale est là. Bien évidemment, la trajectoire n'était pas soutenable. Mais la trajectoire de la démobilité, à quoi nous emmène-t-elle? Alors, la démobilité, on va en parler un tout petit peu après. Je voulais quand même interroger David Béliard sur, justement, c'est vrai qu'on parle souvent de mobilité dans Paris intramuros. Tout à l'heure, vous l'avez dit, hein, c'est faire du vélo à Paris, c'est une petite ville, donc c'est faisable. Mais Paris, c'est extramuros. Il y a beaucoup de gens qui habitent en dehors de Paris et qui viennent travailler à Paris, qui ont besoin d'une mobilité. Et peut-être que le vélo, Est-ce qu'on n'a pas parfois une approche trop parisienne des questions de mobilité? Et ça peut être source de tension entre les territoires et peut-être aussi au-delà de Paris, hein, puisqu'on a souvent évoqué la problématique des Gilets jaunes. Alors d'abord, c'est paradoxal de reprocher en creux à un élu parisien d'avoir une approche trop parisienne. C'est mon territoire. Ah, je vous reproche Par contre, pas, j'en connais... je vous reproche rien du non, tout. mais c'était plutôt sous l'ordre de la boutade. Par contre, la question... c'est ce que j'ai dit dans mon propos liminaire, c'est que j'ai conscience de la spécificité du territoire dans lequel je suis élu, à la fois sur un plan sociologique, sur le plan des inégalités aussi, parce que il ne faut pas oublier de rappeler quand même que les métropoles, et notamment à Paris, c'est là où il y a les plus fortes fractures et inégalités sociales, hein. On est à plus de 25% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans le 19e arrondissement. Donc, et on est dans un territoire qui est à la fois très riche et en même temps très pauvre. Et tout ça sur une toute petite superficie. Et puis, la deuxième chose, c'est que ce territoire, il est connecté. Il est connecté à sa métropole, il est connecté au territoire environnement, il est connecté normalement à Montpellier. Et donc, ce territoire et ces connexions-là, elles doivent être évidemment réaffirmées, mais aussi réinventées. Et j'en veux pour preuve sur la question notamment métropolitaine. Prenez le vélo. Bon. C'est vrai que le vélo peut apparaître par certains et par beaucoup qui critiquent la politique que nous menons comme, pour aller vite, de l'ordre du bobo des centres urbains qui n'auraient pas conscience de ce qui se passe ailleurs. D'abord, les flux de vélos, les flux de cyclistes, de mobilité cycliste, qui sont du centre de Paris vers sa périphérie et vice-versa, tendent à augmenter de manière très forte. 93, département de Seine-Saint-Denis, a vu l'usage du vélo exploser dans des proportions bien plus fortes que celui de Paris. Donc on voit bien que cet usage-là est en train d'augmenter et qu'il n'est pas uniquement dédié à une certaine catégorie sociale, mais que de fait, puisque l'achat d'un vélo et beaucoup le coût d'entrée, il est évidemment très faible par rapport à celui d'une voiture. Donc nous, en tant que politique, eh bien, tout l'enjeu, c'est de faire les connexions. C'est de travailler sur ce qu'on appelle le vélopolitain. C'est de retisser, ou de tisser plutôt, des coutures par le vélo entre le territoire parisien et sa périphérie et l'ensemble de la métropole. C'est ce grand projet de vélopolitain. Vous parliez de marche à pied. Je ne l'ai pas cité, mais c'est un élément fondamental. C'est la première façon de se déplacer à Paris. Parce que c'est, encore une fois, petite ville, petite distance, et donc on marche beaucoup. Les Parisiens et les Parisiennes marchent beaucoup. Mais il n'y a pas que les Franciliennes et les Franciliens. La question des continuités piétonnes et des continuités piétonnes dans la métropole, eh bien, c'est des choses qu'il faut développer. Alors, est-ce à dire qu'on veut que tout le monde prenne le vélo et que tout le monde marche à pied pour faire 30 km? Non, parce qu'il y a une chose qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est de plus grande complexité, l'intermodalité. C'est le fait qu'il faut évidemment investir, et on sait bien, toutes les personnes qui vivent dans la métropole savent que le RER B a besoin d'investissements massifs, que la ligne 13 ne fonctionne pas et qu'une partie des lignes de métro ne fonctionne pas ou fonctionne mal, qu'on a besoin d'étendre notre maillage, qu'on a besoin de bus du quotidien, qu'on voit qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements et que les transports
transports en commun, peut-être que je l'ai abordé dans mon premier propos, mais les transports en commun restent pour un territoire comme la métropole du Grand Paris, évidemment, une clé de voûte de l'ensemble du dispositif et de la stratégie de mobilité. Mais là encore, il faut connecter les transports en commun à d'autres formes de mobilité, comme par exemple le vélo ou par exemple la marche à pied. Je terminerai juste mon propos sur une petite anecdote, puisque j'étais hier à un conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. La convention qui lie Île-de-France Mobilité avec la SNCF prévoyait 2500 places de vélo de création de 2500 places de vélo autour des gares. On voit bien que c'est largement insuffisant, que la question de l'intermodalité, c'est-à-dire de permettre à des gens de prendre les transports en commun, puis de terminer leur trajet à vélo, puis à pied ou inversement, eh bien, elle n'est pas du tout encore ou insuffisamment pensée dans les schémas directeurs. Alors, pour le coup, nous avons trouvé une proposition interpartidaire, puisqu'elle a été aussi signée par la présidente de région, de façon à ce qu'on passe de 2500 à 10 000 et plus. Et ça, c'est un avenant que nous avons pu voter. Mais vous voyez bien que la manière de percevoir et d'aborder les stratégies de mobilité, elle est marquée par la question des continuités et la question de l'articulation dans un monde qui est de plus en plus complexe. Monsieur Delafosse, est-ce que vous aussi, vous constatez, peut-être, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais des tensions autour de l'accès à la mobilité dans votre aire urbaine? Parce que là, effectivement, on sort un petit peu de la ville intramuros et on intègre les villes autour. Bien sûr. D'abord, la métropole de Montpellier. Alors moi, l'affaire du retour à la nature me fait un peu sourire. C'est-à-dire que les zones rurales ne se repeuplent pas massivement. La métropole de Montpellier, par contre, gagne 4000 habitants nouveaux par an, dont une partie s'installe dans la périphérie. Et donc, évidemment, c'est la nécessité absolue dans le périmètre de l'intercommunalité, là où s'exerce l'AOT, Autorité organisatrice des transports, de continuer à mailler le réseau de transport collectif qui reste trop marqué par la voiture comme seul mode de déplacement. Et donc, améliorer une offre de bus, améliorer les parkings relais pour penser l'intermodalité, penser le développement du vélo à assistance électrique qui peut être aussi une alternative à cette échelle-là. Là où nous avons un problème, là où nous avons un gros problème dans beaucoup de métropoles, c'est que les périmètres des AOT ne correspondent pas tout à fait au bassin de vie. Et donc, des problèmes pour penser l'organisation des transports collectifs comme alternative à la voiture. Tout à l'heure, dans le premier propos, Monsieur Flonneau, je crois, vous opposiez, mais enfin, peut-être pas opposé, mais vous évoquiez le TGV par rapport au train du quotidien. Et moi, je plaide et je serai financeur de la LGV Montpellier-Perpignan parce qu'elle va libérer des sillons pour pouvoir cadencer du TER entre Béziers, Sète et Montpellier. Parce que l'aire d'influence de notre métropole et les interdépendances avec ce chapelet d'autres intercommunalités est très important. Et c'est donc un enjeu essentiel. Un enjeu essentiel parce que finalement, qu'est-ce que nous devons éviter? Dans une métropole, dans la ville-centre, on a beaucoup de choix. Du bus, du tram, du vélo, de la marche, et plus il y aura de marche, plus ce sera, et la voiture. Mais plus on s'éloigne, moins le choix est présent. Plus c'est la voiture. Et ces voitures, elles rentrent dans les métropoles, elles posent des problèmes graves de qualité de l'air, avec des impacts. Nous étions avec David dans une réunion ZFE avec le chef de l'État, où la France fait l'objet de condamnations méritées parce qu'on dégrade la qualité de l'air. Et donc, c'est la nécessité, et là, moi, je le dis comme un plaidoyer, c'est que si on veut réussir la transition écologique, si on veut améliorer la qualité de l'air et mettre en œuvre les stratégies de l'accord de Paris, il faut impérativement qu'on investisse sur des RER régionaux, qu'on soutienne les initiatives de bus en site propre pour relier
les espaces périurbains aux villes-centres. Parce qu'effectivement, nous sommes en présence d'une fracture territoriale où la liberté de choix du point de vue des mobilités, ça n'est que l'automobile, et que la crise des Gilets jaunes, c'est ça qu'elle a révélé. Pourquoi les gens ils sont allés sur des ronds-points? Les gens qui allaient sur des ronds-points, ils sont allés sur l'endroit où ils tournent le matin quand ils prennent leur voiture pour se déplacer. Ils disent « ça coûte cher ». Et il a été évoqué la transformation géopolitique du monde. Aujourd'hui, le pétrole n'est pas cher, l'essence n'est pas cher. Mais au moins de coût de grisou géopolitique, ça va flamber. Et donc des populations vont se retrouver, elles, assignées à résidence ou très fortement impactées sur leur pouvoir d'achat dans des territoires périurbains qui vont au-delà des 30 km par rapport aux villes-centres, parce que ce sont les gens qui sont partis loin pour chercher à se loger, où ça va avoir des conséquences sociales très dures. Donc il est indispensable qu'il y ait du volontarisme pour mailler en œuvre de transport collectif au-delà d'une seule intercommunalité. Je voudrais revenir, recentrer un peu le débat sur le monde d'après de la mobilité. Éric Charéron, quand on avait discuté pour préparer cette table ronde, vous aviez dit le monde d'après, ce sera moins de mobilité subie, plus de mobilité choisie. Alors, ça a l'air d'un slogan comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'essentiel de la mobilité de masse qui sature les transports en commun ou la route, c'est ce qu'on appelle les mouvements pendulaires, la mobilité du quotidien, le domicile-travail. C'est quoi les leviers? Alors, il y a le télétravail, vous avez parlé tout à l'heure de la marche à pied, mais est-ce que ça suffit, ça, à rentrer dans un monde de mobilité choisie? Non, alors, juste deux petites choses par rapport à l'optimisme de tout à l'heure. J'ai bien dit qu'on suivait des tendances et qu'entre ce que les gens expriment aujourd'hui et au sortir de la crise, c'est une chose qu'il faudra voir. Quant au retour de la nature, juste une petite précision, je considère que pour un Parisien, Montpellier, c'est du retour à la nature. D'ailleurs, l'agence immobilière qui s'appelle Paris je t'aime, Paris je te quitte, dit bien quelque part, quand quelqu'un choisit d'aller vivre à Caen ou à Aix-en-Provence, c'est pour aller voir la Sainte-Victoire, c'est pour aller à la mer, c'est pour bénéficier des Cévennes, c'est pour aller à Sète, etc. Donc le retour à la nature, c'est pas simplement aller vivre dans un village, ça dépend un peu du niveau où on se trouve. Parce qu'à 40 km de Montpellier, 50 pardon, il y a des communes qui ne cessent de perdre des habitants, voire les écoles fermées, etc. Mais vous avez un cadre de vie qui est exceptionnel, comme beaucoup Je vous en remercie. Autour. Donc voilà. Alors, qu'il faut protéger. Oui, et qu'il faut protéger, absolument. Et alors, l'autre point, c'est qu'aujourd'hui, alors Montpellier est un cas un peu à part, parce que Montpellier a pu énormément construire en 50 ans. Donc, je veux dire, alors, il y a une croissance démographique extraordinaire, mais Montpellier, en 50 ans, est passé d'à peu près 50 000 logements à 150 000 logements, et donc, ça a pu permettre d'accroître la population. Mais prenez une aire urbaine comme Bordeaux. Une aire urbaine comme Bordeaux, elle a pris, dans la définition de son périmètre 2020 en 68, elle a pris 500 000 habitants. Bordeaux n'a pas gagné un habitant depuis, malgré la construction de 40 000 logements, tout simplement à cause de la décohabitation. C'est-à-dire qu'en gros, pour simplifier, il y avait 3,2 personnes habitants par logement en 68, il n'y en a plus 3,2, il n'y en a plus que 2,1 aujourd'hui. Donc globalement, 40 000 logements, ça ne suffit pas. Donc ils sont allés loger où? En première couronne, puis en deuxième couronne, et la moitié de l'accroissement démographique, c'est fait dans l'aire urbaine, c'est-à-dire dans des petites communes qui auparavant étaient des villages et qui n'ont pas les niveaux d'équipement d'ailleurs nécessaires pour arriver à faire en sorte, à faire bourg, à faire centralité. Donc là, il y a un vrai besoin. Ce qui veut dire que la mobilité de demain, c'est en tout cas une mobilité qui arrive à concilier la désirabilité des gens, c'est-à-dire comment on peut habiter dans des territoires qui sont désirables, aujourd'hui dans les villes en gros. Les territoires bon marché ne sont pas désirables et souvent, les territoires qui font rêver, qui font désirer, sont un peu chers quand même, globalement, c'est un peu ça. Alors, on peut très bien rêver. On pourrait très bien dire qu'après tout, le Violon, le Vieux-Lille, on a voulu les raser dans les années 50 parce que les quartiers Renaissance n'étaient pas adaptés à la vie de l'époque. Parce qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de clarté dans les appartements, il n'y avait pas de chambre par enfant, il n'y avait pas de salle de bain, pas de WC, il n'y avait pas de place pour les voitures. Et même le président du conseil d'Horario, qui était maire de Lyon, disant on rase, on garde la cathédrale Saint-Jean et on fait autre chose. À l'époque, c'était on fait les UP.
les grands ensembles. Et ces grands ensembles, quand on y réfléchit bien aujourd'hui, ils ont très mal vécu après. Oui. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'ils sont dans la même situation quelque part que les anciens quartiers d'une époque? Beaucoup ont été construits sur des sites qui ont eu de très belles vues, mais qui ont été un peu laissés, pour certains d'entre eux, un peu à l'abandon. Mais est-ce qu'on ne peut pas réinvestir de la ville sur la ville? C'est-à-dire comment arriver, vous parliez de couture, effectivement, enfin, comment on arrive à créer de la couture, comment on arrive à recréer du lien. Alors ça sort quand même à l'acceptabilité d'une forme de densification. Et est-ce qu'on est capable de revenir aussi à une ville où il y a de la mixité d'activités, comme moi j'ai connu enfant, où dans ma rue, il y avait une tréfilerie, il y avait une usine de plasturgie, il y avait une messagerie, une torréfaction et des immeubles d'habitation entre. Et Paris était absolument comme ça à une époque, comme Lyon-Villeurbanne, comme Bordeaux. Et ça, c'était de la mixité qui permettait. Est-ce qu'on est capable de retrouver, c'est-à-dire pour suppléer au zonage qui était fait une époque, à des territoires qui soient plus homogènes, et plutôt que d'inciter, enfin c'est pas d'inciter, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi créer une armature urbaine régionale où en fait c'est les bourgs, les petites villes et les villes qui ont déjà des infrastructures pour aller vers la grande ville et qui ont des infrastructures locales, le lycée, le collège, peut-être un hôpital au moins qui a des lieux de médecine sans avoir la chirurgie, pour permettre aux gens effectivement d'avoir un cadre de vie proche d'une métropole. Mais si la métropole n'a pas la capacité de les héberger tous, de trouver un cadre de vie qui soit malgré tout agréable et qui ne soit pas trop Repenser une proximité pour... Oui. D'accord. Oui, mais au niveau d'une aire beaucoup plus la large. vie du quart d'heure. Oui, du quart d'heure. Guillaume Crunel, la démobilité, alors, si vous voulez d'abord réagir, vous n'hésitez pas, mais la démobilité, c'est le monde d'après? La démobilité, c'est un concept qui date pas date pas d'hier. Hein. Ça a été sorti en 2013, il y a déjà une dizaine d'années. Cette notion de, finalement, dans un monde qui était très différent du nôtre il n'y a pas si longtemps, d'une mobilité qui serait plus subie, mais qui serait une mobilité qui serait choisie. C'était une vision positive, en fait, du transport. Je pense qu'aujourd'hui, la question de la mobilité, on dit que c'est un droit, c'est quasiment une étape de plus dans la pyramide de Maslow. C'est quelque chose où on confond beaucoup de mobilité avec beaucoup de liberté et beaucoup de plaisir ou de bonheur. C'est pas ça exactement la réalité. C'est que je pense qu'on vit aujourd'hui un monde où on regrette une certaine mobilité parce que c'est une privation de liberté et qui parle mieux de la liberté que celui qui est mis en prison. Donc vraiment, là, on se rend compte de ce qu'on a perdu une fois qu'on ne l'a plus. Mais sur le fond, la mobilité telle qu'on la vit aujourd'hui est insatisfaisante et telle qu'on la vivait hier, en pouvant se déplacer dans plein de modes de transport, bondé souvent, dans des conditions difficiles, subi, pas choisi, n'était pas meilleur. Donc ce que je pense clairement, c'est qu'aujourd'hui, la vraie problématique qui se pose, elle n'est pas trop d'idéologiser la chose et de se dire il faut faire ceci ou faire ça. Non, la vraie problématique qu'on a, c'est qu'il faut faire converger à la fois une certaine frugalité dans le déplacement, c'est-à-dire avoir une mobilité qui est efficace. Est-ce qu'on a besoin d'aller 12 fois au bureau dans la même semaine? Est-ce qu'il faut faire 3 allers-retours New York pour une réunion dans un mois, ce genre de choses? Et en même temps, bénéficier des avancées technologiques, on parlait beaucoup d'interconnexion, la data sert à ça, le fait de créer de la fluidité entre les différents modes de transport. Il n'y a plus de solution unique comme l'était la voiture auparavant. Ce que je pense donc aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on va avoir une mobilité qui va être une mobilité probablement un peu moins agréable, parce qu'il va falloir faire des concessions. C'est une très bonne idée de prendre le métro ou le train et de continuer à vélo, mais ça s'appelle quand même une rupture de charge, dont le fond c'est désagréable. Pour autant, l'ensemble du trajet est plus vertueuse. Donc il va y avoir un effet sociétal d'acceptabilité vers ça, accepter d'avoir parfois une mobilité un peu moins je dirais, agréable et un peu moins gratuite. Puisque ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la mobilité, elle est devenue c'est une valeur plus importante. Oui. On se rend compte de la valeur de mobilité au moment où on la perd, en fait. David Béliard, ce concept de démobilité, vous en pensez quoi? J'avais fait une interview de votre prédécesseur, Krzysztof Nadowski, au tout début du confinement, qui m'avait dit « Nous n'avons plus le choix, il faut organiser la démobilité ».
Il faut, je vais reprendre ces mots. Oui, il faut l'organiser. C'est un des éléments, une des briques, en tout cas, une tendance que nous voyons et que nous avons constatée plus globalement. Par contre, ce que je constate, c'est que la démobilité, ou parlons du télétravail, c'est pas tout à fait la même chose, mais le télétravail a été moins bien accepté en deuxième confinement. Et moi, je le vois sur les collaborateurs et collaboratrices, par exemple, des cabinets ici. Eh bien, le besoin de venir travailler, il était très manifeste alors que la proposition de télétravail était faite. Donc évidemment, on voit bien que lorsqu'il n'y a pas d'encadrement, parce que la démobilité ou parce que le télétravail, on l'a tous vu, on a tous vu passer sur les réseaux sociaux les enfants qui traversent la réunion Zoom parce que c'est 19h30, parce que vous n'avez pas d'espace correct dans votre chez vous pour travailler, vous êtes dans le bruit, vous devez gérer tout, les tâches du quotidien et en même temps les obligations de travail. Donc en fait, il y a un enjeu aujourd'hui de régulation. Alors il y a un accord avec les partenaires sociaux qui permet d'encadrer. Moi je pense que cet accord n'a pas valeur aujourd'hui coercitive, enfin il n'est pas obligatoire et je pense qu'il faut aller plus loin dans la régulation du télétravail et de la démobilité. D'ailleurs la démobilité ce n'est pas être chez soi à 100%, c'est d'organiser un jour, 2 jours, une partie de son temps chez soi dans des conditions de travail qui soient des conditions acceptable et de l'articuler avec des conditions, en tout cas un cadre de travail qui est un cadre de travail plus qu'on pourrait qualifier aujourd'hui en tout cas de plus classique. Mathieu Fleuneau, si on place ce concept de démobilité dans une perspective historique. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas dans le sens où ce à quoi l'on a assisté, c'est une sédimentation des révolutions des mobilités et qu'il y a une forme d'hubris que seules des dictatures, à laquelle nous n'aspirons pas, je l'espère, ont réussi à mettre une bride. Et la situation actuelle, n'oublions pas la dimension contrainte, n'oublions pas la dimension absolument exceptionnelle, déshumanisante, préoccupante pour l'équilibre que je perçois, moi, des déséquilibres chez mes étudiants qui sont dans des situations de précarité, d'isolement, pour être enseignant, un présentiel. Et Nabil, on est bien content de se voir. Un Zoom, on est très content de voir monsieur le maire de Montpellier, mais enfin c'est évidemment plus chaleureux de se rencontrer de visu. Et donc de ce point de vue-là, je n'y crois pas. Mais cette démobilité, c'est peut-être la fin de ce que tout à l'heure monsieur Charayon disait, cette mobilité subie. Est-ce que c'est pas ça la vraie démobilité? C'est-à-dire choisir notre mobilité et puis effectivement recréer dans son environnement de proximité ce qui nous permet de tout atteindre par la marche à pied et puis éviter... Non mais l'énonciation de la chose et du concept est très utopique, séduisante. Mais est-ce que c'est pas ça le vrai horizon? Oui, je pense qu'au contraire, c'est une assignation à résidence quasiment, et les contraintes liées que monsieur l'adjoint à la maire vient de rappeler au télétravail, à sa régulation dans le deuxième confinement. Le premier avait un petit côté exotique et à la limite presque estival, sympathique, en plus il faisait assez beau, mais là attendez, ça a changé radicalement et c'est vécu très très mal. Et désormais l'on attend une vraie régulation d'un droit du travail qui serait réénoncé autour de cela. Ouais. Et qui participe à l'émancipation véritablement, et pas à l'essentialisation. Parce que ceci reposera des questions de formation continue, des questions de mobilité sociale, qui sont liées très clairement aussi à la mobilité physique. Et cette déconnexion, eh bien, je pense que les périodes de confinement l'ont bien fait toucher du doigt également. Michael Delafosse, vous avez un commentaire à faire sur cette notion de démobilité? Je ne sais pas si je serais sur ce concept. Ce qui est sûr, c'est que le télétravail, s'il permet à des gens d'éviter 45 minutes de temps perdu dans un temps de transport, si les gens d'ailleurs ne prennent pas leur voiture, donc ils font des économies, c'est une bonne chose. La question du télétravail, c'est pas tout le temps. Mais par exemple, à la mairie de Montpellier, les organisations syndicales sont très demandeuses qu'on développe cela parce que ça rend du temps libre aux gens. Et de ce point de vue, c'est très intéressant. Et de la même manière, moi, je ne sais pas s'il faut parler de... Moi, je parle de droit à la mobilité. C'est-à-dire que les gens, ils aient la capacité à pouvoir se déplacer, à voir ailleurs. Enfin, qui ne bouge pas? Qui ne bouge pas? Par exemple, les gens des quartiers populaires, parfois,
n'usent pas de leur mobilité pour leur loisir, pour sortir. Nous avons mis en place, au mois de septembre, la gratuité des transports le week-end. Eh bien, pour plein de gens, c'est bien, parce que les témoignages, alors ils sont peut-être pas quantifiés, c'est le maire qui rencontre des administrés sur la place de la Comédie. Les gens disent, c'est bien parce qu'on peut aller en centre-ville, en famille, sans payer le parking, sans prendre l'essence, sans payer l'essence. Moi, je pense que la question de la mobilité, elle doit être appréhendée comme un droit à la mobilité. Et de comment on permet d'accompagner les déplacements. Si on ne... Alors évidemment, ce qui est important, et ça a été évoqué, et je le partage complètement, la question de l'urbanisme et de l'aménagement est essentielle. Il y a des modèles qui sont datés, des modèles de zonage en périphérie ou d'immeubles de bureaux, sur le modèle des CBD dans les très très grandes métropoles, la ville de Paris, le quartier de la Défense. Mais là, c'est important. C'est pour ça que là, il y a eu pendant le confinement un très beau débat. Ça a été une forme de patriotisme autour du commerce de proximité. Tous les élus, on a pris la parole pour défendre les commerçants de proximité. On a créé des systèmes de click and collect pour essayer de les faire tenir. Parce qu'on sent que ça nous permet d'avoir une mobilité de la marche à pied, plutôt que d'aller prendre sa bagnole pour aller faire les grandes courses dans le centre commercial en périphérie, pour lesquelles il y a encore, peut-être pas à Paris, mais à Montpellier, avant notre élection, il y avait 110 000 m² de grande surface qui étaient prévus. Et dans l'Hérault, dans un certain nombre de communes, sur des ronds-points de périphérie, il y a encore des projets de cette nature qui sont en cours. Et donc, la question de la mobilité, c'est la pensée, à mon sens, en termes de droit, et de faire en sorte que la mobilité soit finalement la moins contraignante possible. La moins contraignante possible, la moins onéreuse possible. Mais par contre, il faut que nous le disions, c'est notre responsabilité d'élus de faire en sorte que les gens puissent se déplacer. Pour moi, c'est comme maire de Montpellier, c'est extraordinaire d'avoir un TGV qui me met à 3 heures de Paris, parce que ça me permet d'aller dialoguer dans les ministères, défendre des dossiers, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est aussi là que ça se passe. Alors, le temps nous est presque fini. David Belliard, je vous laisse conclure peut-être sur votre vision du monde d'après, de la mobilité, de la démobilité. Comment vous le voyez ? Non, alors, c'est très difficile de faire une conclusion comme ça rapide sur un sujet qui en mériterait encore quelques heures. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Mickaël Delafosse, sur peut-être un peu la transformation, le droit à la mobilité, le fait, moi je crois que quand on est élu, et quand on pense toutes ces questions, il faut le penser effectivement comme un droit, comme de nouvelles, on peut dire de nouvelles options qu'il faut ouvrir pour les gens. Et on voit, on le sait, qu'une partie des mobilités sont des mobilités aujourd'hui contraintes. Moi, ce que je soulignerais pour arriver à ça, c'est que la question des mobilités, elle est aujourd'hui intimement liée à la question des transformations des grands centres urbains. Alors, on n'a peut-être pas la même situation entre Montpellier et Paris, même si nous aussi, on a des surfaces commerciales qui étaient prévues. On appelle ça chez nous des gares qu'on transforme en centres commerciaux, mais je pense qu'on va pouvoir s'arrêter. Mais globalement, la transformation de la ville, elle se fait aujourd'hui évidemment en reprenant de l'espace sur la voiture pour le redonner à des mobilités qui sont des mobilités aujourd'hui douces et actives. Elle se fait pour redonner de l'espace pour de la végétalisation, mais aussi pour remettre de la mixité fonctionnelle dans les espaces. Évidemment, on doit repenser la logique qui sont aujourd'hui des logiques de quartier, la question de la proximité dans des énormes métropoles, puisque pendant des années, on a parlé et on a fait des focus sur ces métropoles mondes qui étaient des mastodontes en concurrence les unes avec les autres dans un champ mondial et international. Et on voit que l'aspiration aujourd'hui est d'ailleurs la réponse aux grands enjeux, qui sont des enjeux de climat, des enjeux de santé, des enjeux d'offrir de nouvelles libertés à celles et ceux qui vivent et travaillent dans ces métropoles. Eh bien, elles ne passent pas par la concurrence, en tout cas pour Paris, avec New York, Londres ou avec Berlin, mais elles passent par retrouver des formes de proximité, retrouver des formes de mixité, retrouver des mobilités qui soient des mobilités
qui embrassent la complexité, mais qui soient des mobilités décarbonées, plus propres, et qui permettent d'offrir des réponses en termes de mobilité et de liberté à celles et ceux qui vivent à Paris et y travaillent. Voilà, la boucle est bouclée, d'une mobilité décarbonée pour notre forum Zéro Carbone. Merci beaucoup. Merci David Béliard, merci Éric Chaéron de chez Keolis, merci Guillaume Crunel, Deloitte et merci Mathieu Flonneau, maître de conférence à la Sorbonne. Merci beaucoup.